Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du branding, ou marquage offert, pratiqué dans le cadre du BDSM. Cela veut donc dire entre adultes avertis et consentants. Mon maître interviendra au cours de ce podcast afin de s'exprimer sur le symbole que représente pour lui le branding, mais aussi sur les aspects plus techniques. Tout d'abord, pour celles et ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit précisément, dans ce contexte, le branding est une marque faite sur le corps de la soumise, ou du soumis selon les cas bien sûr, à l'aide d'un fer chauffé suffisamment afin que la brûlure laisse sur la peau une cicatrice durable. Il s'agit d'un symbole d'appartenance très fort, du moins à mes yeux. Lorsque j'ai commencé à écrire Devenir Sienne, je ne connaissais pas cette pratique. C'est en parcourant divers sites internet et à travers des photos que j'ai découvert le branding. Immédiatement, j'ai été attirée par la symbolique du geste. J'ai très vite décidé que j'intégrerais une cérémonie de marquage offert dans mon roman. Les personnages de Laura et Hans se prêtaient parfaitement à une telle scène. Toutefois, je n'étais pas très à l'aise pour la rédiger. Rien de ce que j'ai écrit dans Devenir Sienne n'est basé sur mon expérience, car je n'étais pas encore soumise à cette époque. Néanmoins, j'arrivais assez facilement à me projeter dans les diverses situations que j'ai évoquées. Pour le branding, ce fut plus compliqué. Et c'est le seul cas où je me suis un peu documentée avant d'écrire. Pour autant, j'imaginais très bien la scène, et surtout ce qu'elle pouvait représenter pour celle qui s'offrait ainsi. J'y ai tout de suite vu une sorte de don ultime, de l'abnégation pure, un geste réservé aux relations rares. Je ne porte aucun jugement sur celles et ceux qui pratiquent le BDSM uniquement pour pimenter leur vie sexuelle, bien au contraire. L'important est que chacun y trouve son compte. Toutefois, me concernant, je n'ai jamais considéré le BDSM comme un jeu, et le branding a tout de suite fait sens pour moi. Je sais que bien des soumises vivent également très intensément leurs conditions, et pour autant, elles n'imagineraient pas être ainsi marquées, et je le comprends parfaitement. Au risque de me répéter, il n'y a aucune échelle de valeur dans mes propos. Le branding n'est en aucun cas un aboutissement à atteindre à tout prix. Ce n'est vraiment pas le message que je veux faire passer ici. Il s'agit d'une pratique que je pense assez peu répandue et qui ne doit être vécue que si c'est une volonté sincère et profonde. Au-delà de la douleur, de la cicatrice, le don qu'il représente ne devrait pas être fait à tort et à travers, au risque de ne plus avoir de sens. Je pense par exemple à une situation où une soumise serait depuis peu en collier, mais profondément soumise et investie. Imaginons qu'elle accepte d'être ainsi marquée à la demande de son maître, mais que celui-ci la libère très peu de temps après, car pour lui la relation n'avait que très peu de sens. Je crois que l'impact psychologique peut réellement être destructeur dans une telle situation. Tout dépend bien sûr de l'importance que la soumise apportera à ce symbole, mais je doute sincèrement qu'il puisse être anodin. Très vite après la publication de Devenir Sienne, j'ai eu dans l'idée d'écrire l'histoire de Laura et d'aller plus loin dans la description de cette expérience. Le titre du roman s'est imposé très vite, Marqué au fer. Si vous avez lu ce roman, je crois que vous serez d'accord pour dire que la relation entre Hans et Laura était particulièrement forte et que cette cérémonie de marquage avait sa place dans leur histoire. Lors de ce passage, j'évoque succinctement un homme présent aux côtés d'Hans pour superviser la séance. Lorsque j'ai écrit ces lignes, je n'avais pas vécu moi-même le branding et il m'a semblé plus sage d'imaginer que quelqu'un ferait office de maître de cérémonie. Pour moi, il était inconcevable que ce geste soit effectué par un tiers. J'ai déjà entendu parler de telles situations, où un maître demandait à un autre de marquer sa soumise, car il ne s'estimait pas apte à le faire lui-même. Je respecte les choix de chacun et sans doute est-il préférable de ne pas se lancer dans une pratique dangereuse, sans être sûr de soi. Mais à titre personnel, cette démarche m'aurait été impossible. Je n'ai donc pas imaginé un instant que Laura ne soit pas marquée par la main de son maître. Le maître de cérémonie n'est là que pour s'assurer que Hans ait les bons gestes et agisse correctement, sans risque pour sa soumise. Il est assez délicat de s'exprimer sur un sujet que l'on ne maîtrise pas du tout. Et en tant qu'autrice, ce personnage me permettait de passer sous silence les aspects trop techniques, la préparation du fer et la façon de la poser. Depuis, j'ai eu l'occasion de vivre le marquage au fer, mais ces considérations techniques ne me sont pas vraiment plus familières. Je laisserai donc mon maître vous en dire plus. Je voulais insister d'abord sur le fait que le branding est un acte extrême et potentiellement dangereux. Certes, il peut représenter, comme Eva l'a décrit, une sorte de fantasme ultime dans l'environnement BDSM. Et si on oublie cet aspect-là, il n'en reste pas moins que la douleur qu'il provoque et le choc sur le corps peuvent être extrêmement dangereux. Il faut savoir que le branding est une blessure, et cette blessure va marquer profondément le corps humain. Elle va possiblement toucher des nerfs, faire éclater un vaisseau, perforer du muscle.
On peut évoquer aussi le fait que personne n'est identique face à la douleur et cette douleur est extrême. Donc on peut avoir un évanouissement, on peut avoir une perte de connaissance majeure, une chute de tension profonde. Et face à tout cela, il faut être capable de gérer la situation. Donc je ne minimise pas du tout la portée de ce geste, tant sur le corps de celui qui la reçoit que de la main qui l'administre. Il faut agir avec beaucoup de précision, avec sang-froid et avec un minimum de savoir-faire. J'avoue que me concernant, j'avais une bonne formation anatomique, je connais le corps humain. C'est issu de formations techniques et professionnelles et donc je sais où sont les endroits vitaux dans le corps. Je sais où passe le réseau des veines, des artères, je connais les terminaisons nerveuses qui seront marquées irrévocablement si on les abîme. Et puis je sais aussi où le corps va avoir mal et très mal. En bref, je sais où la blessure risque d'être anodine et là où elle peut être potentiellement létale ou occasionner d'énormes dégâts. Sans en faire une généralité, je pense que cette connaissance est réellement indispensable avant de pratiquer le branding. Il faut savoir si on peut marquer sans crainte cette zone ou bien si c'est une zone qui peut s'avérer extrêmement dangereuse. Ne pas le savoir, c'est courir un risque majeur. Eva avait très bien compris cela puisque dans son roman éponyme, le maître pourtant très expérimenté qui est Hans va recourir à un pro pour superviser le marquage au fer de Laura. C'est le même conseil que je donnerais à tous ceux qui souhaitent passer à l'acte, mais qui finalement ont réellement pris conscience de la dangerosité de celui-ci. Il vaut mieux l'effectuer en sécurité et l'encadrer, ou ne pas le faire. Bien entendu, Eva le rappelait tout à l'heure, en aucune manière le branding peut être un acte imposé, soit par le maître qui souhaite à tout prix marquer soit soumise, soit imposé indirectement par une soumise qui en ferait une trop forte demande. Ça doit être vraiment une réflexion profonde que doit mener le couple BDSM en prenant bien conscience de sa dangerosité, mais également de sa portée dans la durée. Ça a été très bien expliqué tout à l'heure par Eva et je voulais de mon côté insister. Il n'y a aucune fierté, aucun acte de domination à marquer une soumise qui ne serait pas pleinement volontaire pour un acte de la sorte. On ne peut pas l'imposer. Du point de vue technique, il y a plusieurs façons de réaliser un body branding, puisqu'on parle ici de body branding. Et si la plus extrême, la plus fantasmée est sans doute celle que décrit Eva, c'est-à-dire la frappe au fer rouge, aujourd'hui se sont développées plusieurs autres pratiques. On va utiliser des mots un petit peu sauvages, compliqués, comme l'électrocoterie, où il s'agit de chauffer une pointe à l'électricité et ça permet de brûler la peau comme on fait une gravure sur le bois, c'est la même chose. Il y a également la moxibustion, où il s'agit d'embraser la peau à partir d'une substance qui est déposée, par exemple du gel alcoolique ou de l'encens. On y met feu et la brûlure va marquer la peau. Les amateurs de fireplay qui pratiquent au domicile ou en club se sentiront évidemment beaucoup plus à l'aise avec cette technique. Et puis enfin, parce que la demande existe en matière de gestion du corps, de body art, beaucoup d'instituts spécialisés aujourd'hui pratiquent des brandings au laser qui permettent des motifs extrêmement élégants, fins et sans doute un petit peu moins douloureux. Personnellement, je n'avais jamais pratiqué de branding au fer rouge. J'avais pu participer à 2 reprises à des séances de marquage dans des conditions assez exceptionnelles. La première était tout à fait proche de celle que relate Evan dans son roman Marqué au fer. L'autre était plus bestiale. Il s'agissait de marquer dans une ferme d'élevage une série de soumises rabaissées au rang de truies. Ce marquage animalier a été le plus difficile à observer et à analyser. J'avais donc entendu des cris, j'avais vu les fers rougir, mais ma main n'avait jamais personnellement porté sur. Lorsqu'Eva m'a parlé de ce fantasme, d'abord d'écriture et puis de vie, j'étais tout d'abord extrêmement réticent. J'estimais avoir le savoir-faire théorique, mais je n'avais pas la pratique. Et pour autant, à l'issue de cette séance ou de ce geste, j'allais apposer une marque visible à vie,
alors que mon cycle, notre cycle, ne serait pas éternel. Comme j'ai déjà pu l'évoquer dans d'autres textes ou podcasts, au tout début de ma condition de soumise, j'ignorais combien de temps mon maître me garderait en collier. Toutefois, je gardais toujours à l'esprit que ce temps serait assez court. Pas plus d'une année ou deux. J'étais dans l'incapacité de me projeter dans une relation longue. Le branding était donc une pratique qui me faisait fantasmer, mais au début, je ne l'envisageais pas concrètement. À mes yeux, être ainsi marqué ne pouvait s'envisager que dans le cadre d'une histoire particulière et pleine de sens. Ce geste devait sceller un lien unique et profond. Les années passant, notre histoire s'est finalement construite ainsi. Différente pour lui, unique pour moi. J'avais depuis longtemps en tête le fait que je n'aurais jamais d'autre maître que lui. Comment aurait-ce pu être possible ? J'avais déjà vécu beaucoup de choses à ses pieds, ressenti des émotions incroyablement riches. Je me donnais si intensément et si sincèrement qu'il était tout bonnement impensable que je puisse un jour répéter les mêmes mots à un autre. Je me souviens que parfois, lorsqu'il se montrait très dur avec moi et qu'il voyait combien j'étais affectée, il me disait que par la suite, je n'aurais qu'à choisir un maître moins exigeant. Ce genre de remarque m'affectait plus que de raison. Autant j'avais accepté l'idée de ne plus être à lui un jour, mais en aucun cas d'être à un autre. Mon désir d'être marqué au fer par mon maître et de porter ainsi une marque d'appartenance très particulière, et ce souhait d'acter que je n'aurais jamais d'autre maître que lui ont fini par fusionner en quelque sorte. Le marquage avait, et a toujours, un sens si fort à mes yeux que de toute façon, il était évident que si je portais ainsi cette marque, si j'allais jusque-là pour témoigner de mon appartenance et de mon abnégation, aucun autre ne pourrait me posséder. Mon maître avait conscience depuis longtemps que je rêvais de porter cette marque, et nous en avons parlé durant des années avant de vraiment l'envisager. Ce n'est en aucun cas quelque chose à faire spontanément ou sur un coup de tête. Il ne me l'a pas imposé, loin de là. Ce fut à moi de lui démontrer combien j'y tenais, combien c'était important pour moi, que ce serait un honneur qu'il me ferait, un privilège qu'il m'accorderait. Il m'a fallu démontrer que j'en étais digne et le méritais. Plusieurs fois, il m'a dit que je pouvais renoncer, qu'il n'y verrait nulle faiblesse. Et puis un jour, solennellement, il m'a dit de bien y réfléchir, une dernière fois. Après, ce serait trop tard pour faire marche arrière. Refuser au dernier moment équivaudrait à rendre mon collier. Mais je n'ai jamais douté, jamais hésité. Alors a commencé une réflexion plus factuelle. Quel symbole ? Comment réaliser le fer ? Quelle dimension ? Quelle matière ? À quel endroit du corps faire cette marque ? Dans quel contexte aurait lieu cette cérémonie ? Quand aurait-elle lieu ? Tout un tas de questions auxquelles mon maître a répondu, car dès lors, plus rien n'était entre mes mains. Pour moi, la seule chose qui comptait était que j'allais être marqué au fer par mon Seigneur et Maître. Souvent, ce projet de marquage au fer revenait dans nos discussions. Nous en avons parlé très souvent à l'issue de nos séances, pendant ces moments off où on se dit les choses. J'avais bien compris le souhait d'Eva. Elle souhaitait être marquée, mais elle ne voulait pas d'une grande cérémonie mêlant plusieurs personnes. Elle n'y avait même pas pensé. Elle préférait vraiment une séance intime entre nous, maître et soumise, et pas la grande célébration avec des invités, des amis potentiellement, et beaucoup de décorum. Finalement, je partageais aussi ce sentiment. J'avais vécu ces grandes fêtes et ça ne nous représentait pas tous les deux. Donc j'ai décidé. Il y aurait le fer, il y aurait elle, il y aurait moi. Une fois que ceci a été décidé, j'évoquais les détails. Comment ça allait se passer, la douleur. J'avais déjà vu ça. Et je voulais sonder Eva sur sa capacité à affronter réellement les choses, tester sa volonté. Moi-même, n'étant pas intimement convaincu. Finalement, c'est la lecture de Marqué au fer qui m'a définitivement fait basculer dans l'acceptation de ce moment-là. Pourquoi ? Parce que derrière ces lignes qui parlent d'Hans et de Laura, certes, les personnages sont différents, mais il y a beaucoup de nous. Par là même, Eva donnait un message. Elle voulait affronter elle aussi cette douleur bestiale. Elle voulait prouver son abnégation. Et quand j'en ai été intimement convaincu, alors moi aussi j'ai voulu ce geste. Je savais qu'elle serait la seule d'ailleurs à porter cette marque.
Je n'avais jamais fait avant et j'ai pris un engagement de ne jamais le faire après. Eva était la seule soumise qui aurait le privilège de porter ma marque. C'était une évidence. La décision étant prise, elle était prête, je l'étais moi-même. Alors on est passé à la réalisation. Et dans une séance intime telle que nous l'avions imaginée, tout devait avoir un sens. On devait s'y préparer, je devais préparer Eva. Le moment nous marquerait à vie, elle serait marquée à vie. Aucun détail devait être oublié. J'ai très vite déterminé le lieu. Pour moi, ce lieu devait être puissant, symbolique, consacré, pratiquement sacralisé. J'avais, au gré de mes balades en moto, repéré une chapelle templière magnifique au bord de sa rivière, dans le sud de la France. Cette chapelle était cachée dans des petites gorges riantes, mais tumultueuses. Et je savais que sa restauration était terminée, particulièrement bien faite par un artiste. Et que Eva et moi, nous sentirions tous les deux la chimie de ce lieu profond. Alors j'ai réservé très vite cet endroit, une suite magnifique dans une vieille bâtisse toute proche, sous des voûtes de pierre. Ensuite, il a fallu choisir la date. Et la date s'est imposée sur un chiffre précis qui symbolisait beaucoup pour nous. Il a fallu le faire, il a fallu dégager le temps, il a fallu préparer Eva. Au plan pratique, il a fallu également réfléchir sur où apposer cette marque et puis la façon de réaliser ce faire. Le symbole de la marque était tout trouvé, évidemment, ça serait le thé de tes amours. Et quant à l'objet, je n'ai pas voulu qu'il soit fabriqué par un autre. C'était plus facile, mais j'ai préféré tailler dans un acier des plus purs la lettre T. Et puis j'ai fabriqué le manche dans un vieux bois. J'ai peaufiné le sertissage. Et j'ai enfin chiné un très ancien coffret de bois et de métal recouvert de velours. Ça serait son écrin, c'est ainsi qu'elle va découvrir son fer. L'ensemble était une belle présentation et je voulais soigner tous ces détails, conscient de la valeur et du symbole que ce geste ultime aurait pour elle. J'ai testé le fer plusieurs fois sur des morceaux de cuir et j'ai pu chaque fois veiller à l'absence de déformation du métal. Je savais qu'il fallait apprivoiser toutes les couleurs du métal sous la chauffe, le porter à blanc et puis redescendre vers un rouge carmin qui lui seul est propice au marquage à la peau. Lorsque je testais ça, j'ai ressenti sur le manche déjà la chaleur importante et j'appréhendais fortement la douleur qu'allait ressentir Eva pendant quelques secondes où le fer marquerait sa peau. Finalement, tout était prêt et le jour est venu et je laisse Eva relater cette séance exceptionnelle. Une fois que tout fut organisé, j'ai voulu donner encore plus de sens à cette marque d'appartenance. J'ai demandé à mon maître de m'accorder le droit de prendre un engagement particulier lors de la cérémonie de marquage. Il savait très bien à quoi je faisais allusion et encore une fois, il m'a imposé de bien y réfléchir. Nous nous sommes retrouvés pour quelques jours dans le sud de la France. J'avais pleinement confiance en lui et en son jugement pour trouver l'endroit parfait. Et je n'en fus absolument pas déçue. Il avait loué une magnifique chambre d'hôte, non loin d'une ancienne chapelle désacralisée. Le cadre était incroyable. On se sentait seul au monde, loin de tout et de tous. C'était un endroit vraiment enchanteur. Contrairement à Hans, qui avait invité beaucoup de monde pour assister au marquage de Laura, je n'imaginais pas vivre ce moment autrement que seul avec lui. Lorsqu'il m'a fait entrer dans la petite chapelle, je n'ai pas compris tout de suite. Et puis il m'a désigné une des petites pièces du transverse et m'a simplement dit « ça sera ici ». L'émotion était très forte, le lieu magique, au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Il m'a expliqué que nous reviendrons là le lendemain matin, juste avant l'aube, et que je serais marquée à jamais de mon appartenance. Nous sommes restés un moment dans cette petite chapelle, à nous imprégner du lieu et de son aura. Tout était prêt. Mon maître m'avait déjà montré le fer et je savais qu'il comptait me marquer au niveau de l'aine. J'avais du mal à réaliser que le lendemain je porterais sa marque, que j'aurais connu cette douleur, que j'aurais vécu cette cérémonie. Toutefois, il a fallu faire quelques ajustements. En effet, mon maître avait prévu de me bander les yeux, par sécurité, pour éviter que je panique au dernier moment peut-être, en voyant le fer s'approcher de ma peau, et que je bouge sans me contrôler au risque de me blesser. Nous n'avions pas évoqué le sujet et je l'ai regretté, car à aucun moment je n'avais imaginé être dans le noir pour un tel moment. Il m'avait autorisé à allumer de multiples petites bougies dans la chapelle et à diffuser de la musique.
Je m'étais 100 fois représenté la scène et chaque fois j'avais imaginé plonger mes yeux dans les siens, juste après. Conscient de l'importance que ça avait pour moi et surtout du fait que je saurais ne pas bouger au dernier moment, il m'autorisa finalement à ne pas porter le bandeau. Je n'avais jamais envisagé le fait que je puisse paniquer au dernier moment. Je me connaissais quand même assez bien et j'étais confiante. Mon maître aussi, sinon il m'aurait imposé le bandeau et même les liens. Au cœur de la nuit, à quelques heures de l'instant T, nous avions eu une séance éprouvante physiquement pour moi. Mon maître avait voulu me mettre à l'épreuve face à la douleur afin que je garde en tête ce qui m'attendait. Même si bien sûr l'impact d'un coup de fouet n'est pas comparable avec la brûlure du fer. Solennellement, je me suis agenouillée à ses pieds et je lui ai demandé de me permettre de prendre l'engagement dont je lui avais parlé. Comme ordonné, j'avais pris le temps d'être sûre de moi. Je voulais que ce marquage coïncide avec mon engagement de n'avoir jamais aucun autre maître que lui. Même s'il me libérait le mois suivant, peu importait. Jamais je ne m'agenouillerais et baisserais les yeux devant un autre que lui. Jamais. J'aurais pu prendre simplement cet engagement vis-à-vis de moi-même. Après tout, ça concernait l'après de notre relation. Mais ça n'aurait pas eu le même sens. Il a accepté et je n'étais pas engagée seulement vis-à-vis de moi, mais aussi envers lui. C'était comme une promesse que je lui faisais. Une façon de me donner plus encore, autant que je pouvais le faire. N'être qu'à lui, quoi qu'il advienne, même s'il ne voulait plus de moi. Pour mes lecteurs et lectrices les plus attentives, cela vous rappellera peut-être les mots et réflexions de Laura, peu avant son branding. Après mon rituel du soir, je me suis endormie contre lui avec en tête mes consignes pour le petit matin. Lorsque mon réveil a sonné, je me suis glissée hors de la chambre avec tout ce dont j'avais besoin. J'ai rejoint la chapelle et j'ai installé mes bougies. J'ai disposé le chalumeau et le fer comme indiqué et je suis retournée auprès de lui. À genoux, je lui ai dit que tout était prêt. Il s'est assuré une ultime fois que c'était vraiment ce que je souhaitais et j'ai réitéré ma détermination. Alors je suis retournée seule à la chapelle. Je me suis allongée nue entre les bougies et je l'ai attendu, longtemps. L'ambiance était exactement comme je l'avais imaginé. Comme fantasmé dans mon roman, j'avais diffusé des chants grégoriens. La lumière des bougies qui éclairaient la pièce dans la nuit était magique. Le jour n'était pas encore levé. Sans doute le serait-il lorsque je sortirais. Une toute petite fenêtre donnait accès à l'extérieur, mais bien trop en hauteur pour voir dehors. Je me concentrais sur tout ce qui m'attendait, sur le don que je m'apprêtais à faire, sur le sens que tout cela avait pour moi, pour nous. Et puis je l'ai entendu arriver. Je l'ai deviné m'observer quelques instants et s'installer au-dessus de moi, une jambe de chaque côté des miennes. Il a allumé le chalumeau. Le bruit qu'il faisait couvrait la musique, c'était hypnotisant. Il chauffait le fer. Je n'avais pas pensé à lui demander combien de temps ça prendrait et j'ai eu l'impression que ça durait une éternité. Je n'osais pas le regarder faire. Je m'accordais juste un regard vers lui pour capter une image que je voulais garder en mémoire. Puis j'ai repris ma position, complètement allongée sur le sol, les yeux fixant le plafond de pierre. D'une main, il passait le fer sous la flamme. Son autre main venait parfois se poser sur ma peau, caresser ma hanche. J'avais les bras relevés au-dessus de ma tête, mes mains serrées sur le fouet de mon maître. Je n'avais pas de lien, mais j'avais eu besoin d'avoir quelque chose à serrer. Symboliquement, j'avais aimé l'idée que ce soit son fouet. Pour cette fois, il serait mon allié pour affronter la douleur. D'un coup, le bruit du chalumeau s'est arrêté. Et j'ai beau essayer, il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai pu ressentir durant ce court laps de temps. Entre le silence revenu et le moment où le fer a marqué ma peau. J'entends encore sa voix me dire « c'est maintenant » et la sensation vive, intense et brûlante du fer. Juste quelques secondes, mais quelles secondes. Comme je l'avais imaginé, j'ai pu croiser son regard juste après. Plus encore qu'un regard, il s'est approché de moi et m'a parlé. Des paroles qui valaient de l'or et même plus encore. Des mots qui achevaient de sceller ce pacte entre nous. Si ce branding était profondément symbolique pour moi, je sais qu'il avait aussi un vrai sens pour lui. Comment ne pas se souvenir de ce moment et de l'émotion que j'ai pu ressentir? Rien qu'en revoyant ces images, l'émotion est intacte. La veille du marquage avait amené Eva au bout de la douleur. Elle avait dû subir une séance de fouets, de coups des plus extrêmes. J'avais souhaité lui faire remarquer que malgré cette douleur, ceci ne serait rien face à la morsure du fer. Je lui avais dit avec beaucoup de sincérité qu'elle pouvait encore renoncer ce soir. Que finalement, on avait été au bout d'une réflexion, mais elle avait ce droit-là et je ne lui imposerai pas. Par contre, demain, il n'y aurait plus de marche arrière. Renoncer demain face à moi équivaudrait inévitablement à la suppression de ce collier.
C'est ce soir qu'il fallait prendre la décision. Je suis allé loin dans les coups. Je voulais qu'elle soit parfaitement prête à affronter le fer. Eva a enduré tout cela et elle a su faire face. Elle m'a montré une détermination qui était totale. Alors on s'est couché et notre nuit fut courte. Elle qui n'est pas matinale est partie la première. J'ai gardé les yeux ouverts dans la nuit et j'ai revu dans ma tête tous les gestes qu'il me faudrait faire. L'enchaînement, la technique. J'étais préparé. Puis je me suis habillé tout en noir et je suis sorti la rejoindre dans la nuit. Une petite marche vers cette chapelle que j'avais choisie. Je discernais au loin les couleurs de l'aube qui se dessinaient peu à peu et l'air sentait le pur. Il vibrait. C'était incroyable. Je savais qu'elle m'attendait et pour autant je ne pressais pas le pas. Ma marche était lente. Je voulais m'imprégner de tout ceci. C'est un lieu incroyable qui verrait ce matin-là, un matin d'été, une union par le fer. Lorsque je suis rentré, Eva avait peaufiné les derniers détails. Ce lieu qui était déjà magique avait été magnifié. Elle avait installé tout autour d'elle des petites bougies allumées. Elle était nue, allongée, sur ces grandes dalles qui avaient sans doute tant vues et tant connues dans les siècles auparavant. Ses bras étaient écartés en croix et sa poitrine se soulevait doucement, sans appréhension. Dans la nuit, ses lèvres étaient totalement rouges et brillantes et elle mordait le manche de mon fouet. J'aimais cette image. On entendait résonner dans cette chapelle de pierre des chants grégoriens qui avaient été choisis avec soin et y remplissaient complètement l'espace et le temps. Je les entends encore. Je la revois, avec cette peau blanche que j'allais martyriser pour toujours, et y imposer ma marque, le thé de tes hommes. Alors, j'ai glissé à côté d'elle et j'ai allumé le petit réchaud à gaz. J'ai réglé la flamme et puis j'ai positionné juste au-dessus ce manche de fer et cet acier en veillant à ce que la montée de température soit parfaitement égale sur toute la surface et qu'elle ait la couleur voulue. Ça a pris un certain temps car le fer était épais et les minutes s'écoulaient. Et pourtant, pour nous, le temps s'était arrêté. Enfin, le fer est devenu rouge, carmin sombre. C'était la température idéale pour marquer les chairs d'Eva. Il était désormais l'heure pour Eva de ressentir et de subir. J'ai choisi avec soin quelques mots qui resteraient nôtres. Ma main a plaqué son corps sur la pierre pour m'assurer qu'elle ne bougerait pas de trop. Et j'ai rabattu le fer. Je l'ai maintenu 3 à 4 secondes et j'ai senti sa peau griller, trembler sous la douleur. Un cri étouffé par le manche, et puis c'était déjà fini. C'était terminé. Elle était marquée. Elle avait refusé le bandeau. Cette petite dernière discussion, je ne l'avais pas vue comme un caprice, j'en ai compris le sens. Elle voulait lire dans les yeux la fierté que je ressentais face à son don ultime. J'ai planté mes yeux dans les siens et nous avons communié en silence. Dans cette chapelle, dans ces vieilles pierres et dans l'aube qui remplissait petit à petit ces pierres blanches d'une lumière rouge. Désormais à vie, Eva porterait ma marque. Elle avait pris un engagement, j'en ai pris un également. C'était un pacte entre maître et soumise. J'ai promis que quel que soit notre avenir, jamais plus, je ne marquerai une autre. Elle serait la seule et l'unique, marquée par maître tes amours. Lorsque je revis ces instants comme je le fais face à ce micro, l'émotion est intacte. Je la regarde face à moi, qui m'écoute. Et je suis intensément fier d'elle, encore et toujours. Plusieurs années se sont écoulées depuis ce matin d'été. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai pris quelques minutes pour me remettre de mes émotions. Je n'ai pas osé regarder tout de suite la marque sur mon corps. Je préférais qu'il le fasse en premier. La douleur avait été intense sur l'instant, mais très rapidement, je n'ai plus rien senti. Protégée par un pansement, j'ai pu passer la journée normalement et nous avons profité du soleil du sud. J'ai savouré ce plein sentiment d'appartenance que je ressentais et notre lien unique. Jamais je ne regrettais cette marque d'appartenance, bien au contraire. Elle reste à mes yeux profondément symbolique et je suis fière de la porter. Après quelques années, elle s'est bien sûr atténuée, ma peau a fait son travail de cicatrisation. Mais elle est toujours bien visible, et il m'arrive souvent de l'effleurer du bout des doigts et de repenser à ce moment où j'étais étendue dans la chapelle, le cœur battant.
Encore une fois, ce témoignage n'a pas pour but de faire l'apologie de cette pratique et de la placer comme un but à atteindre, bien au contraire. Il s'agit juste de mon expérience et de ce qu'elle représente pour moi. J'aurais même tendance à la déconseiller, à moins d'être intimement convaincu de vouloir la vivre et de partager ce moment avec la bonne personne. Peu importe que la marque finisse finalement par s'estomper, c'est surtout le sens de la démarche qui est importante et qui ne doit pas être galvaudée. Si vous avez vécu le branding, d'un côté ou de l'autre du fer, je serais heureuse de lire vos témoignages en commentaire et je suis certaine qu'ils intéresseront également d'autres personnes. Et de façon générale, n'hésitez pas à laisser vos messages et questions si vous en avez sur mon compte YouTube, Instagram ou ma page Facebook. C'est là où je serai la plus à même de vous répondre. Je laisserai quelques photos en lien avec mon branding sur mon site internet, dans l'espace blog si cela vous intéresse. Marqué au fer, comme tous mes romans, est publié aux éditions Tabou. Il est disponible sur tous les sites de vente en ligne et dans certaines librairies. J'ai déjà publié un podcast le concernant dans lequel j'aborde plus particulièrement l'ESM dans son ensemble. N'hésitez pas à l'écouter. J'espère que vous avez aimé ce podcast et en apprendre plus sur le branding. Je publie un nouvel épisode un lundi sur 2 à 18h. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater et à très bientôt.